En manchette ce soir, Céline Brindamour quitte la vie politique. La mairesse de Val-d'Or ne sera pas candidate aux prochaines élections municipales. Je vais avoir 69 ans bientôt, puis je pense que c'était le temps là, de laisser la place à la relève. La fonderie Horn veut mesurer l'impact de l'arsenic chez ses employés. Et victoire juridique pour les Premières Nations dans le dossier de Chalk River. Bon jeudi soir, Kémilia La Liberté qui vous accompagne pour ce TVA 18h. On commence directement du côté de Val-d'Or. La mairesse Céline Brindamour a annoncé ce matin qu'elle ne briguera pas de deuxième mandat aux élections municipales de novembre prochain. Félix Blaquière fait le point. C'est avec émotion que je prends aujourd'hui la parole devant vous et que je vous annonce officiellement ma décision de ne pas solliciter un nouveau mandat aux prochaines élections municipales. À presque 69 ans, après 28 ans d'implication dans la communauté, la première femme à avoir été élue mairesse à Val-d'Or tire sa révérence. J'espère que le monde va comprendre que ce n'est pas parce que j'aimais pas mon travail et si j'avais senti qu'un autre 4 ans n'aurait pas été problématique, puis donner un autre 4 ans, je sentais que j'étais capable, mais d'un autre côté, je ne voulais pas prendre de chance puis laisser tomber s'il y avait quoi que ce soit. Mme Brindamour affirme que le climat est harmonieux à l'Hôtel de Ville et qu'elle va garder un souvenir positif de ses années à la mairie, même si elle avoue que les 4 dernières années ont été marquées par des défis considérables. Tu sais, là, quand tu te fais appeler puis tu te fais dire que tu as des PFAS dans ton puits, qu'il a fallu qu'on se vire de bord vite pour la sécurité des gens, l'eau. Ensuite de ça, bien, on a eu les feux de forêt. Les feux de forêt ont fait en sorte qu'on s'est retrouvés à héberger 700 personnes dans le centre multiport Fournier. Somme toute, la mairesse est fière du travail accompli, comme celui effectué au centre-ville par elle et son équipe ces dernières années. Mme Brindamour est cependant claire, il reste 8 mois à son mandat et elle compte bien clore certains dossiers avant de quitter. Revoir justement la réglementation pour les maisons intergénérationnelles, ça faisait partie de mes promesses électorales. Je suis arrivée dans mon mandat et il y a eu d'autres choses qui se sont présentées qui demandaient plus mon attention. Mais là, je sens que on a réglé quand même plusieurs dossiers importants. Le logement demeure encore, pour moi, très important. Mme Brindamour mentionne qu'il est trop tôt pour qu'elle endosse une candidature pour les prochaines élections municipales, mais elle encourage tout de même la relève à lever la main. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à Rouyn-Noranda, maintenant, la fonderie Horn veut mesurer l'impact de l'arsenic sur ses employés et leur entourage. Olivier Morin nous explique le nouveau programme de biosurveillance. Avec le programme volontaire mis en place par la fonderie, l'entreprise affirme vouloir démontrer qu'elle est un employeur et un voisin responsable. L'objectif central vise à mesurer le taux d'exposition à l'arsenic à l'interne. Les objectifs du programme, c'est de fournir à nos employés, leurs familles et leurs entourages l'opportunité d'évaluer leur exposition interne en arsenic, ainsi que de mieux documenter et comprendre l'exposition biologique au niveau communautaire dont font partie nos employés. Le programme, qui s'échelonne d'avril prochain à janvier 2026, comprendra 5 prises d'échantillons d'urine et d'un échantillonnage d'ongles d'orteil, ainsi que quelques-unes au niveau des sols et des poussières. 5 rondes d'échantillonnage d'urine, donc avril, juillet, septembre, novembre et janvier 2026, qui est accompagné aussi là, de prises au niveau de l'air, des stations au niveau de l'air. On parle en juillet aussi d'une prise d'échantillon au niveau du sol et des poussières. Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, voit ce programme d'un bon œil. Je pense que ces données-là vont être utiles pour continuer cet enjeu-là qui est fondamental de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. Pour Maire Offron, qui manifestait d'ailleurs jeudi devant l'Assemblée nationale, le son de cloche est différent. La santé publique a déjà fait des études de biosurveillance. Toutes les données scientifiques sont probantes et disent que ce qui se passe à Rouyn-Noranda, c'est dangereux pour notre santé. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de poursuivre à l'infini, de faire des études? Je ne le sais pas. J'ai l'impression qu'on a déjà toutes les données nécessaires pour prendre des décisions qui sont de protéger notre santé. Puis, il faut respecter la norme de 3 nanogrammes d'arsenic. Et ça, l'entente ministérielle actuelle ne le prévoit pas. La fonderie Horn espère au moins la participation de 300 résidents à son programme de biosurveillance d'arsenic. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La fonderie rejette au moins 25 contaminants dans l'air de Rouyn-Noranda. Acide sulfurique,
antimoine, argent, arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, fluor, manganèse, mercure, nickel, plomb. Et bon, vous venez de le voir, le mouvement citoyen Mères au front s'est rendu à l'Assemblée nationale plus tôt aujourd'hui. C'était pour dénoncer la gestion du gouvernement avec les émissions de métaux dans l'air de la fonderie Horn. Elles se sont livrées à une performance artistique à l'extérieur du Parlement où elles tentaient de représenter sur leur corps la maladie avec la contamination, tout ça avec de la peinture noire. Et les représentantes ont aussi pu discuter avec des députés de l'opposition afin qu'ils puissent porter leur message au ministre de l'Environnement durant la période de questions. On sent que c'est injuste que les normes ne s'appliquent pas à Rouyn-Noranda et les actions se sont multipliées. Il y a eu des marches, il y a eu des pétitions, il y a eu tellement de choses et on se sent pas entendu. Fait que c'est comme à un moment donné, on se dit, bon, ben si on fait quelque chose à Rouyn, c'est perçu comme c'est donc bien loin, ça ne nous concerne pas. On a pris un bout de l'action, en fait, du 13 octobre dernier qu'on a fait à Rouyn, puis on s'est dit, on va l'amener jusqu'à nos élus. J'ai trouvé la réponse du ministre Benoît Charette, du ministre de l'Environnement, absolument odieuse. Son premier rôle, c'est de protéger l'environnement pour protéger la santé des enfants. Il y a une norme nationale au Québec pour les polluants, notamment pour l'arsenic, et on permet sa dérogation à l'endroit où il y a le plus d'arsenic, de plomb, de contaminants dans l'air à Rouyn-Noranda. Et il nous a formulé ça d'une manière comme « Ah, mais non, mais nous, on fait respecter les normes. » Bien sûr qu'il y a certaines améliorations. Toutefois, quand on parle d'une industrie qui dépasse encore 15 fois la norme québécoise pour un cancérigène sans seuil, comme l'arsenic, sans seuil, là, ça veut dire qu'il n'existe pas de dose sécuritaire d'exposition. Quand on pense à ça, bien, il n'y a aucune possibilité que ça soit satisfaisant, que notre communauté soit encore exposée à des risques aussi élevés. Complètement ailleurs, il y a du développement dans le dossier du dépôt nucléaire de Chalk River. Alexandre, la Cour fédérale a statué en faveur de la Première Nation de Québec. Oui, et c'était un jugement qui était attendu depuis cet été. La communauté avait alors soulevé des nouveaux arguments juridiques issus de la loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, une nouvelle loi fédérale adoptée en 2021 qui a tout changé. Selon la juge Julie Blackhawk de la Cour fédérale, la Commission canadienne de sûreté nucléaire n'a pas pris en compte les droits autochtones internationalement reconnus par l'ONU, notamment à l'article qui interdit aux États de disposer des matières dangereuses sur les terres des peuples autochtones sans leur consentement. La consultation avec Québec était donc déficiente, rendant la décision d'approbation à la fois déraisonnable et incorrecte. Pour Justin Roy de la Première Nation de Québec, il s'agit d'une victoire juridique importante pour l'ensemble des peuples autochtones du Canada. Vraiment une grosse décision, puis pas juste pour nous, Québec, sur le projet NSDF, c'est vraiment une grosse décision pour tous les Autochtones dans le Canada. On a fait des arguments pour recevoir un bon processus qui marche pour nous. Puis pour nous, ça, c'est le processus avec UNDRIP. So, on va voir, parce que au Québec, on est tout le temps dit, on est pas, we're not against nuclear, we're not for nuclear, but on est pour trouver la plus bonne solution. Et Alexandre, la victoire judiciaire ne signifie pas la fin du projet de Chalk River pour autant. Là. Non, la consultation doit maintenant être adaptée et refaite afin de tenir compte des lois et des connaissances autochtones. On repart un peu à zéro à ce niveau-là, mais vous allez entendre le chef de Québec, Lance Heyman, le but de recommencer pour mieux arrêter le projet. On peut l'écouter en anglais. I see a number of meetings being set up to be able to facilitate starting that work, as Justice Blackhawk has ordered us to do. And in the interim, I know that from our perspective, that while this whole process is now having a reset, we don't want any more work to continue in the site. Donc pour le chef Heyman, la balle est maintenant toujours dans la cour du gouvernement du Québec qui ne s'est toujours pas positionné pour ou contre le projet. On va suivre le dossier. Merci, Alexandre. Au revoir. On poursuit maintenant du côté judiciaire. C'était le 4e jour de témoignage dans le procès de James Testa. On le rappelle, 33 chefs d'accusation, dont agression sexuelle, traite de personnes, harcèlement criminel et menaces.
On en a appris aujourd'hui un petit peu plus tôt sur le contrôle qu'exerçait l'homme sur les résidents qui vivaient sous son toit, notamment que Testa refusait que des résidents aient des contacts avec l'extérieur. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La fête d'hiver de Rouyn-Noranda a lieu en fin de semaine et les préparatifs avancent de plus en plus. Je vous montre ça après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La constitution récente de la table bioalimentaire Abitibi-Ouest démontre l'engagement des entreprises des diverses productions animales, céréalières, maraîchères et de la transformation, de leur engagement à se donner des outils collectifs de développement et de mise en marché, secteur fort de l'économie, l'agroalimentaire est générateur d'emplois et assure la sécurité alimentaire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Les conditions des sentiers motoneige dans la région, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Donc, Justine, on n'a peut-être pas eu les 50 cm de neige comme à Montréal, mais ça n'empêche pas les motoneigistes d'ici d'en profiter au maximum. Ah oui, Kémélia, avec tous les centimètres de neige qui sont tombés dans les dernières semaines, là, la pratique de motoneige ne se fait plus attendre en région. Je pense que les motoneigistes sont pas mal gâtés cette année. Et en fin de semaine, tous les sentiers sont ouverts. Alors, il y a juste, faut faire attention un petit peu dans le coin de Malartic. Dû à un bris de surfaceuse, le club de motoneige a pris un petit peu de retard sur le surfaçage, mais ça devrait être réglé d'ici la fin de semaine. Alors, c'est une belle fin de semaine de motoneige qui est à l'horizon. Mais avant de partir dans les sentiers, n'oubliez pas de prévoir vos déplacements grâce à la carte interactive. Merci, Justine. Maintenant, on passe du côté de la politique provinciale. Est-ce que les 3 députés de la CAQ de l'Abitibi-Témiscamingue sont réellement entendus par leur gouvernement? Après plusieurs refus de projets soutenus ou parrainés par des députés de la région, la question se pose. Anthony Dallaire. Suzanne Blais, Pierre Dufour et Daniel Bernard, 3 députés, une région, mais est-ce que leur travail est réellement écouté entre les murs de l'Assemblée nationale? Un député, il doit d'abord et avant tout défendre sa circonscription, la région, et on ne sent pas ça de la part de nos élus régionaux. Rappelons-le, fin janvier, la CAQ refuse devant le Parti québécois de s'engager à réaliser les travaux d'agrandissement à l'hôpital d'Amos avant la fin de son mandat. 11 février, la CAQ refuse d'étudier une pétition de 600 signatures qui réclame de nouvelles mesures de sécurité concernant le transport scolaire suite au décès de Nathan Macamo d'Amos. 19 février, même scénario, avec une pétition de plus de 16 000 signatures réclamant l'agrandissement de l'hôpital d'Amos. Qu'ont en commun ces projets? Ils sont tous supportés par les 3 députés de la CAQ. Un non-sens selon le député Joël Arsenault qui s'est exprimé en mêlée de presse hier à l'Assemblée nationale. On fait signer des pétitions par les citoyens portées par le député et une fois qu'on veut se saisir de l'enjeu, la majorité caquiste s'y refuse. Pendant ce temps-là, on a des installations qui sont vétustes. Interrogé à ce sujet, le maire d'Amos et préfet de la MRC d'Abitibi reste tout de même confiant et affirme que... Je pense qu'ils ne peuvent pas en faire plus au sein de leur population locale. Je pense qu'ils pourraient peut-être en faire un petit peu plus à Québec. Mais là encore, c'est une question de notoriété puis de popularité dans un groupe de députés qui est quand même costaud. Il y en a beaucoup. Puis comme je vous dis, le Québec a vraiment de grands besoins. Mais moi, je suis encore extrêmement positif. Par écrit, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, défend ses collègues. Il affirme que, selon son expérience parlementaire, ce n'est pas parce qu'une commission ne se saisit pas d'une pétition que le dossier n'avance pas. Il affirme aussi avoir l'écoute du gouvernement. Pour sa part, l'ex-député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, juge que la situation est le signe flagrant d'un manque d'influence de la députation locale auprès de leurs collègues à Québec. Oui, je l'ai vécu là assez longtemps pour savoir que quand un député ne peut, ce que j'appelle, donner suite à une volonté très marquée par le milieu, c'est un méchant handicap de crédibilité.
Alors, puis ça, c'est pas... Là, on parle de ce dossier-là, mais moi, j'en aurais plusieurs à citer. Par contre, on ne peut pas toujours être dans le commentaire négatif. Suzanne Blais nous a cependant répondu par courriel et abonde dans le même sens que son collègue et affirme que la réflexion de l'urgence et des soins intensifs est déjà prévue dans le plan québécois des infrastructures et qu'elle continue de suivre le dossier de près. Anthony Dallaire pour Arrêté Nouvelles. Justine, l'heure est aux préparations pour la fête d'hiver de Rouyn-Noranda. Ah oui, Kémélia, la fête d'hiver a lieu ce samedi et dimanche de 10h à 16h à la côte météo de Rouyn-Noranda. Et c'est l'activité familiale numéro 1 à faire en fin de semaine. Vous allez pouvoir vivre le retour de la course en bédaine, aussi le sentier de sculpture par les élèves du cégep, la glissade et plein d'autres activités vous attendent en fin de semaine. En plus, c'est complètement gratuit et la météo va être très favorable à passer des super belles journées de plein air en famille. Et Frilou vous attend en fin de semaine là, sur la côte météo, venez faire un tour. Mais en ce moment, Frilou, il est en plein dans les préparatifs. C'est sûr que Frilou a beaucoup de travail en ce moment, mais ça va bien. Les choses se montent. On est prêt pour le week-end. Il annonce de la belle température. On est très motivés. Je pense que cette année, une des choses qui différencie, chaque année, on change quand même plusieurs activités où on ramène des vieilles activités. Cette année, on rend ça encore plus familial. Donc, ça va être beaucoup axé sur les jeux. On a des nouveaux jeux de lancer, de bataille de neige. C'est pas de la vraie neige, là, mais quand même. On a plusieurs nouvelles activités comme ça qui vont avoir lieu. Mais le retour de la course en bédaine qu'on n'avait pas fait l'an dernier, c'est sûr que ça va être un gros hit. Les sculpteurs aussi cette année, c'est la gang du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont là. Donc, ça va être quelque chose de différent. Puis c'est sûr que... juste la chaleur humaine habituelle de la fête d'hiver va être bien agréable cette année. Venez mettre le nez dehors, venez jouer, venez glisser. Oui. Ça va être le fun. Et Justine, du côté de l'Abitibi-Ouest, c'est ce soir que se déroule l'ouverture officielle des nouveaux locaux dédiés à l'atelier Galerie d'art Fougue et Passion à La Sarre. Eh oui, les artistes de l'Abitibi-Ouest ont enfin une nouvelle vitrine pour exposer leur talent. En plus de visiter la nouvelle galerie ce soir, vous pourrez assister à l'hommage de Carmen Branconnier et de Janine Durocher, deux artistes qui ont vraiment marqué l'Abitibi-Ouest par leur courage et par la promotion des arts de la région. Le lancement a lieu en ce moment à l'Accalmie chez Juliette, alors n'hésitez pas à aller faire un tour, là, il reste encore quelques minutes. Bien, c'est sûr que pour nous autres, c'est notre lancement. Fait qu'on est tous un petit peu fébriles dans notre comité. Mais on avait hâte aussi d'arriver à cette journée-là pour faire déclencher nos activités. Ici, ça vient répondre à un besoin. Nous avions plus de lieux pour exposer. Parce que maintenant, le créneau à la ville de La Sarre, c'était les métiers d'art. C'était un petit peu pour répondre à ce besoin-là qu'on a fait ça, puis pour répondre aux besoins des artistes de progresser, d'avoir des cours, des ateliers, des endroits d'échange aussi. Aujourd'hui, dans l'exposition qu'on va avoir, on rend hommage à deux pionnières des arts visuels en Abitibi-Ouest. Il s'agit de Janine Durocher et de Carmen Branconnier. Ce sont les expositions qui seront dans notre local pour quelques mois. Pour une autre semaine, notre cher académicien valdorien Loïc Trépanier est en danger à Star Academy. Alors, je vous invite à aller utiliser vos 5 votes pour le sauver. Vous avez juste à aller vous créer un compte sur le site de TVA+ pour pouvoir voter pour sauver Loïc. On va le suivre dimanche pendant le Variété à 19h sur les ondes de TVA et on lui envoie plein d'ondes positives pour son duo avec Catherine. Bonne chance, Loïc. Oui, merci Justine. C'est certain qu'on va suivre ça de très près. À plus tard pour la météo. Le Tour de l'Abitibi Glencore a dévoilé sa prochaine porte-parole pour la compétition féminine. On vous donne les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le Tour de l'Abitibi a annoncé hier la nomination de Caroline Canuel à titre de porte-parole officielle de la première édition du Tour de l'Abitibi féminin. La Mossoise œuvre depuis plusieurs années dans le monde du cyclisme, où elle a été professionnelle de 2007 à 2021, remportant au passage plusieurs titres nationaux, en rappelant que le Tour féminin va se dérouler du 11 au 14 juillet du côté de Val-d'Or.
Elle est d'origine abitibienne, une championne du monde en plus au niveau du contre-la-montre à 3 reprises. Donc, je trouve tellement... Nous, on trouvait que c'était un exemple à donner à nos futures championnes du Tour de l'Abitibi. Donc, à nos Abitibiennes aussi qui vont venir courir au Tour de l'Abitibi. Fait que c'était vraiment l'exemple et la bonne personne pour être porte-parole au Tour de l'Abitibi. Elle va promouvoir le Tour de l'Abitibi féminin auprès des équipes féminines, à travers le monde, mais aussi elle va être présente, elle va venir voir les jeunes aussi, les jeunes de 16 à 17 ans, venir les voir courir. D'ailleurs, à peu près à 5 mois du début des Tours de l'Abitibi, plusieurs préparatifs sont déjà entamés. Les calendriers des épreuves avec les parcours sont déjà définis. Plusieurs vont d'ailleurs avoir lieu dans la MRC de la Vallée de l'Or. Et pour ce qui est des visas internationaux qui avaient posé problème l'an dernier, la présidente du Tour affirme que certains détails sont encore à peaufiner. Elle espère bien sûr qu'un maximum d'équipes seront sur la ligne de départ à Val-d'Or en juillet prochain. On a plusieurs équipes là, qui ont démontré leur intérêt. Les équipes on a 3 à 4 équipes qui nécessitent des visas présentement, qui ont démontré l'intérêt pour s'inscrire et tout ça. Ils ont déjà commencé leurs interventions auprès d'Immigration Canada. Donc, c'est déjà débuté. On n'a pas beaucoup de réponses d'Immigration Canada pour l'instant, mais je suis convaincue qu'on va avoir du support à d'autres niveaux là, pour faire avancer ce dossier-là. Tous les horaires sont déjà établis. Les villes qui sont, les MRC qui vont être ciblées vont être rencontrées sous peu. Je vous dirais que les invitations ont déjà été envoyées. On est en communication directe avec, je vous dirais, une vingtaine d'équipes masculines, puis une quinzaine d'équipes féminines. Donc, à date, ça regarde vraiment bien. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest, partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que les femmes sont suffisamment représentées dans les sports? » Vous avez répondu « Oui » à 58 %. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, le mercure va monter dans les prochains jours. Ah oui, qu'Emilia, la douceur s'en vient sur l'ensemble du territoire. On va être bien dans les prochains jours, mais c'est un petit peu plus froid pour ce soir et cette nuit. On a une faible neige intermittente qui devrait cesser tôt en soirée avec un minimum de moins 18 et un refroidissement éolien jusqu'à moins 27 au courant de la nuit. Demain, la douceur va s'installer sur l'ensemble de la région avec une alternance de soleil et de nuages et un maximum de moins 7. Et pour samedi, c'est un maximum de moins 4 qui nous attend partout en région avec un petit peu de neige par-ci par-là, mais ça reste que ça va être une fin de semaine d'hiver complètement parfaite. Merci beaucoup, Justine. Je termine en vous disant que c'est jour de match pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Soyez là. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain pour le TVA Midi.